Bonjour. Gestion des accès à privilèges à la Caisse nationale d'assurance maladie pour un système d'information en bonne santé. Donc merci à tous et à toutes d'être présents pour ce rétex. Ah, petit problème technique. Du coup, je me présente, Guillaume Géringer, je suis responsable du secteur public chez Walix et je suis accompagné de Didier Liroulet, donc RSSI du data center de Toulouse de l'assurance maladie. Voilà, donc merci beaucoup Didier d'avoir accepté de faire ce rétex de l'usage de Walix au sein de l'assurance maladie depuis une bonne dizaine d'années. Alors, qu'est-ce que nous allons voir du coup pendant ce rétex ? Donc une première partie ou une présentation de Walix et de l'assurance maladie. Dans une deuxième partie, on verra les origines du déploiement du bastion Walix au sein de l'assurance maladie et l'architecture qui a été mise en œuvre. Les principes de gestion en troisième partie que l'on a appliqués pour la gestion des accès à privilèges. Les enseignements de ce déploiement et les perspectives pour l'avenir. C'est bon. Alors, du coup, rapidement, avant d'entrer dans le cas d'usage, je vais vous présenter Walix. Donc, Walix, Wall iX, le mur Linux. On est une société française de cybersécurité qui est présente à l'international dans plus de 90 pays, reconnue par les analystes tels que Gartner ou KuppingerCole comme leader. Et on intervient dans la sécurisation des identités et des accès. Comme évoqué, on est une société française, on a la certification de l'ANSSI, ce qui est très apprécié aujourd'hui par de nombreuses structures. Nous avons environ 2300 clients, 25 millions de chiffre d'affaires et nous sommes présents dans environ 90 pays. Alors, l'assurance maladie au sein de la sécurité sociale, donc c'est une branche du régime général de la sécurité sociale. Donc le régime général est composé de la branche retraite qui s'occupe donc de payer les retraites aux assurés sociaux, de la branche famille qui délivre les allocations familiales et pour les logements et autres, de l'URSSAF qui collecte les cotisations et les redistribue aux différentes branches, et donc l'assurance maladie qui comprend donc la branche maladie pour les frais de santé des assurés sociaux et la branche risque professionnel accident du travail pour tous les risques qui sont liés au travail des assurés sociaux. Alors, l'écosystème de l'assurance maladie, c'est un ensemble de plus de 150 organismes privés objets de service public, parmi lesquels on va retrouver la tête de réseau, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui impulse la stratégie et accompagne et appuie les organismes dans l'accomplissement de leur mission. Plus d'une centaine de caisses primaires d'assurance maladie pour la relation avec les assurés sociaux. Des caisses régionales qui s'occupent de l'assurance retraite et des risques professionnels, donc les CARSAT. Et donc au niveau de l'assurance maladie, on a beaucoup de données nominatives, mais également on a des données médicales. Et donc ces données médicales ne sont accédées que par des praticiens, médecins, chirurgiens dentistes, etc., pharmaciens, qui sont regroupés au sein des directions régionales du service médical. Et l'assurance maladie, c'est aussi c'est non seulement sur le territoire métropolitain, mais c'est aussi des départements et des territoires d'outre-mer, dans lesquels on va retrouver donc des caisses générales qui regroupent en fait toutes les organismes, toutes les branches de la sécurité sociale. Au sein de cet écosystème, on va retrouver 9 centres de traitement informatique et 3 centres d'éditique qui font les impressions pour l'ensemble du territoire national. En quelques chiffres, c'est 91 000 employés, 91 000 collaborateurs, c'est plus de 68 millions d'assurés sociaux qui sont ou de bénéficiaires de prestations, donc plus de 94% de la population française, 1,2 million de professionnels de santé. C'est
plus de 190 milliards d'euros de prestations qui sont remboursées chaque année. Et quelque chose dont on n'est pas peu fier, on a des frais de fonctionnement qui sont limités à 2,4%. Pour gérer tout ça, l'informatique, c'est 1700 collaborateurs qui sont regroupés au sein de la direction déléguée des systèmes d'information de la CNAM et dans les CTI, 300 millions d'euros de budget informatique annuel et plus de 16 000 infrastructures physiques et virtualisées dans 4 data centers. Donc Toulouse, Strasbourg, Évreux et Dijon. Okay. Alors, les origines du projet. Vas-y. Attends, je vais le faire. Donc en 2012, enfin un petit peu avant même, est décidé de centraliser en fait les infrastructures lourdes de l'informatique au sein de 4 data centers. On était jusqu'à présent sur plus d'une dizaine de petits data centers régionaux. Donc centraliser tout ça et autant on arrive à gérer les accès directs des agents sur les machines pour quelques centaines de machines, mais quand on commence à parler en milliers de machines, des clés SSH qui sont déployées sur des comptes génériques et enfin nominatif et voire générique, ben, ça commence à être très compliqué à gérer. Donc pour gérer tout ça, en fait, on s'est posé quelques questions. Est-ce que c'est pas le bon, c'est l'autre. Est-ce qu'on est capable de dire qui se connecte sur les infrastructures? Alors non, on n'était pas capable de le dire parce que dans le meilleur des cas, on a une clé SSH qui est sur un compte nominatif. Bon, là, on arrive à faire le lien, mais dans le pire des cas, on a un compte générique, donc la seule chose qu'on a, c'est une adresse IP. Est-ce qu'on est capable de savoir ce que fait la personne sur nos machines? Ben, impossible à cette époque-là. Donc, on a un système d'information qui est extrêmement hétérogène, on a beaucoup de systèmes d'OS différents. Donc, très, très compliqué d'avoir de la traçabilité de ce qui est fait sur les machines. Mais pire que ça, est-ce qu'on est capable de couper les accès d'une personne qui s'en va? Non. À cette époque-là, on en est incapable. Il faudrait parcourir l'ensemble des machines, l'ensemble des comptes. On est dans l'impossibilité de le faire. Et donc, encore pire, savoir quels sont les accès d'une personne sur le système d'information, savoir ses habilitations, c'était vraiment très très compliqué. Donc on a fait un tour d'horizon du marché en 2012 et on a pris contact avec les acteurs qu'il y avait. Essentiellement à cette époque-là, c'était à base d'agents déployés sur les machines, donc à déployer sur des milliers de machines. Et puis il y avait 2 solutions qui ressortaient du lot à notre idée. C'était Baladbit et Wallix, qui marchaient donc à base de proxy SSH, donc sans agents à déployer sur les machines, un gros avantage. Et on a choisi la solution Wallix pour sa facilité d'administration en fait, à cette époque-là. On a commencé par un POC. Donc à base, on a mis 2 clusters de machines physiques, de cluster Wallix, donc machines physiques en production, un sur Toulouse et un sur Strasbourg, avec une cible initiale uniquement sur les machines les plus sensibles, donc environ 3000 machines. On a déployé ça, c'était la version 3 de Wallix, avec la solution de haute disponibilité fournie par Wallix à cette époque-là, qui nous a fait nous tirer les cheveux. Voilà. Voilà. Quelques nuits blanches, voilà, il faut le dire. Voilà. Mais par contre, en termes de fonctionnalité, ça nous plaisait. Ça répondait à la demande. Donc avec l'éditeur, on a regardé ce qui était possible de faire et on a basculé en fait sur des machines virtuelles déployées donc sur des ESX. Et avec la version 4 de Wallix, en 2015, est décidé la couverture de l'ensemble des accès SSH et RDP sur toutes les machines qui comportent des données au niveau de l'assurance maladie et au niveau des 3 data centers de production, donc Toulouse, Strasbourg et Évreux. On est sur une cible à cette époque-là, environ 6000 machines, un peu plus de 6000 machines. Évolution du système. En 2017, on passe en version 6, cible à 8000 machines. Et puis, évolution aidant, on remplace les gros systèmes, les gros serveurs AX par des piles de petits serveurs Linux, donc augmentation du parc. Et décision également de couvrir les équipements actifs. Donc on va intégrer, au niveau des bastions Wallix, on va intégrer les SAN, les switch SAN, et progressivement on va intégrer tous les équipements qu'on trouve dans un data center. 2020, passage en version 8, on est sur une cible à 10 000 équipements. Et en 2022,
décision est prise de couvrir également le data center de développement, de qualification de développement à Dijon, avec 14 000 machines couvertes. Fin 2023, on est aujourd'hui, donc début 2023, on est aujourd'hui à plus de 18 000 machines, et on est en projet de couvrir l'intégralité de nos équipements réseau déployés sur l'ensemble du territoire national. Donc à la fin de l'année, on approchera les 30 000 devices déployés et protégés dont les accès sont protégés par le bastion Walix. Alors, l'architecture. Aujourd'hui, on a 22 clusters de bastions pour protéger tout ça, pour donner les accès à tout ça. Et c'est une architecture assez classique, donc avec des VM, 2 VM par cluster, qui sont hébergés sur des OTSX différents et sur des baies de disques différentes. On a des data centers dual building, donc il y a un ensemble qui est dans un building, l'autre qui est dans l'autre, pour assurer une résilience en fait de la solution. Et devant, on a mis un load balancer F5 pour assurer donc une répartition de charge. Alors, c'est pas une répartition de charge, c'est en mode actif-passif, parce qu'initialement, notre licence était dans ce mode-là, et qu'on avait une réplication uniquement dans un seul sens de la configuration entre la VM maître et la VM esclave. Aujourd'hui, on a une réplication temps réel, maître-maître entre les deux VM. Donc, avec des outils qui sont fournis par l'éditeur aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, l'ensemble des logs, donc qui s'est connecté sur quoi, s'est exporté vers notre SIEM. Et par contre, tous les utilisateurs, tous les comptes utilisateurs, ce qu'on appelle nous des comptes d'administration, qui sont différents de notre compte bureautique en fait, sont déclarés dans notre Active Directory. Problématique, les utilisateurs, donc on a 22 clusters bastion. Derrière quel bastion se trouve ma machine? C'est une des problématiques de l'utilisateur. Donc on a développé en interne un annuaire de session, parce qu'au tout début, on est rapidement monté en nombre de clusters du fait des limitations des premières versions de Walix en termes de devices supportés. Donc on a un annuaire de bastion en fait de session qui va permettre à l'utilisateur de savoir derrière quel bastion est sa machine, et en cliquant sur un bouton, ça va automatiquement lui configurer son PuTTY ou son WinSCP pour qu'il se connecte à travers le bastion. Voilà, donc une architecture somme toute assez classique. Non, c'était l'autre. Alors, les infrastructures accédées, donc comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est tout ce qui se trouve dans les data centers et qui est accédé. Donc que ce soit des serveurs physiques x86, AX ou Solaris, que ce soit les serveurs virtuels, que ce soit tous les équipements du SAN, les switches, les baies de disques, que ce soit donc toutes les appliances de sauvegarde, Avamar, VTLDXI et livret de cartouches, les switches, que ce soit de l'iOS ou du Nexus, les Sony Panema, bien évidemment, les appliances virtuelles F5. Donc tout ça c'est derrière. Et Windows, me direz-vous, Windows, on est toujours sur le même périmètre aujourd'hui. On est uniquement sur nos applications Windows critiques. Pour le reste, on a déployé des fermes RDS aujourd'hui qui utilisent notre compte d'administration donc pour pouvoir couper en fait, les accès facilement des agents lorsqu'ils changent de service ou lorsqu'ils nous quittent. Mais par contre, on n'a aujourd'hui pas de traçabilité pour la plus grande partie de nos applications Windows. La population couverte, donc qui dit qu'on couvre tous les accès SSH, ça veut dire que toute personne qui accède au récit central passe par le bastion. Il n'y a pas de connexion sous le manteau, Didier? Alors, normalement, il n'y en a pas. Voilà. Normalement, il n'y en a pas. Voilà. Et voilà, normalement, il n'y en a pas. Voilà. On verra tout à l'heure pourquoi je dis normalement. Donc ça représente tous les collaborateurs de la DDSI et des CTI, que ce soit les différents administrateurs, que ce soit les exploitants d'applications ou que ce soit les opérateurs de support. Mais c'est également donc nos tiers mainteneurs, tous nos tiers mainteneurs qui accèdent sur les data centers, donc passent par le bastion. On leur crée des comptes quand ils ont besoin dans notre Active Directory pour qu'ils puissent se connecter aux machines via le bastion. Et les développeurs, puisque le bastion est en cours de développement sur la partie DevGal de nos data centers, donc les développeurs sont en train de passer derrière le bastion également. Donc ça représente aujourd'hui quasiment 3000 personnes. Alors,
En fait, toutes ces personnes-là, donc qui ont des profils différents, eh bien, on va derrière, on va leur attribuer des privilèges via sudo. Les principes de gestion que l'on va retrouver. Alors, les comptes cibles et sur les équipements. Donc, côté tout ce qui est SSH, tout ce qui est Unix, Unix-like, donc c'est des profils d'accès gérés par sudo selon le principe du moins de privilège. Donc, l'agent se connecte en nominatif sur le bastion et derrière, il est connecté sur un compte générique qui a un certain nombre d'autorisations d'accès via sudo. Donc, on va retrouver les différentes populations, donc les administrateurs système, accès direct sur le compte route, et maintenant, donc c'est des accès sur un compte sans privilège, mais qui a des autorisations de sudo vers l'ensemble des commandes route. Les administrateurs middleware, un profil pour les administrateurs middleware, un profil pour les administrateurs différents pour les administrateurs de sauvegarde, un profil pour les exploitants, un profil pour les opérateurs de support. Et dans le monde Windows, on a deux profils classiques, ouais, l'administrateur et l'utilisateur sans privilège qui est l'exploitant d'application. Alors, les comptes cibles, donc qui sont des comptes génériques sur les machines, en fait, ils sont créés par nos administrateurs système. Et c'est nos administrateurs système en fait, qui vont peupler les bastions avec les équipements et les comptes cibles. Et c'est la seule chose qu'ils ont le droit de faire sur le bastion. Derrière, les équipes sécurité vont positionner, donc les équipes sécurité du data center vont positionner les autorisations d'accès entre des groupes d'utilisateurs et des groupes de cibles. Donc ces autorisations d'accès sont négociées en fait avec le client de la machine et, ou des machines. Et comme je vous l'ai dit, les comptes des agents, ils sont dans notre Active Directory. Donc on va faire un mapping en fait 1-1 entre un groupe d'utilisateurs qui est déclaré dans Bastion et un groupe dans notre Active Directory. Et par contre, l'alimentation de ces groupes dans l'Active Directory, c'est totalement délégué au client. C'est le client qui vient exploiter sa machine chez lui, qui est hébergé chez nous, et donc c'est lui qui est responsable des accès sur sa machine. Et donc, c'est le RSSI du client qui alimente ça. Cette organisation permet de répartir la charge en fait un petit peu sur tout le monde, parce que sinon, il y a quand même beaucoup de boulot à configurer tout ça. Les enseignements de ce déploiement. Voilà. Alors, sur le produit. Depuis qu'on est passé en version 4 et qu'on a abandonné la gestion de VIP interne à Walix et qu'il y a de la réplication MySQL qui est utilisée, ben on est relativement content. Voilà. Bon, alors je ne vais pas vous cacher, on a eu par le passé, on a eu des petits problèmes. Voilà, donc en particulier, il y avait des fuites de mémoire et qui provoquaient de gros ralentissements. Donc sur les versions 4 et sur les versions 6, mais bon, avec une bonne supervision SNMP, on a réussi à s'en sortir et on arrivait à gérer la chose. Après, l'autre chose, c'est que la documentation, elle est un peu succincte parfois, et surtout sur l'API REST qu'on utilise. Donc, on utilise l'API REST du Bastion en fait pour créer les comptes et les équipements, et également pour donc alimenter notre annuaire de session. On va aller interroger chaque Bastion en fait avec notre annuaire de session sur l'API REST pour leur récupérer la configuration dans notre annuaire de session. Voilà. Donc, mais voilà, globalement, avec la version 8, le produit marche très bien. Par contre, au niveau de l'organisation chez nous, ben là, on a rencontré quelques écueils. Alors, le premier c'est, comme je vous l'ai dit, les gens étaient routes. Et donc, tout le monde était route. Et donc, la première chose que même quand ils se connectaient sur un compte nominatif avec leur clé SSH, la première chose qu'ils faisaient, c'était SU pour passer route. Donc, derrière, voilà, je faisais ce que je voulais comme je voulais. Et quand on leur a supprimé route, ben, l'usage de sudo, ça a été compliqué. Donc il a fallu former les gens. Mais surtout, ben, on a mis des règles de sudo, mais on n'a jamais été exhaustif complètement. Donc pour ne pas bloquer la prod, on a été obligé de laisser un accès route à côté quand même. Parce que sinon, on bloquait la prod. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Hein.
c'est plus facile, je me connecte route, hein. C'est évident. Hein. Et donc, je n'utilisais pas le compte user sur SM. Donc, il a fallu sensibiliser, rappeler. Il faut utiliser route, il faut utiliser le user applicatif. Il faut utiliser le user applicatif. N'oubliez pas de nous indiquer les problématiques que vous avez pour qu'on puisse configurer correctement les autorisations. Voilà. Donc ça a été compliqué. Et c'est toujours un travail qui est en cours parce qu'il y a toujours des modifications qui sont à faire. Mais surtout, ça venait aussi du fait qu'on a mis la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire qu'on a déployé en prod avant de déployer en développement qualification. Et donc, comme le développeur, il est root, qu'est-ce qu'il écrit dans sa doc? Je suis root. Sous root, tapez cette commande. Voilà. Et donc, quand ça arrive sur l'exploitant d'application qui doit installer son application, qu'est-ce qu'il fait? Ah, mais on me demande de route. Ah, mais oui, mais il y a sudo. Ah, mais non, mais on me demande de route. Voilà. Donc, voilà, ça a été. C'est un sujet qui est toujours en cours. Voilà, parce qu'on est en train de déployer sur le développement qualification. Et voilà, donc je compte sur mon collègue de Dijon, hein, moi RSSI de Dijon, pour qu'il déploie rapidement le Bastion chez lui pour les développeurs. Voilà. Le message est passé. L'autre chose, donc on avait des accès directs sur les machines, et à un moment donné, il a fallu les fermer. Et ça a été un gros projet. Parce que on pensait maîtriser notre réseau, on pensait maîtriser nos flux, puis quand on a mis les règles pour fermer, la prod elle n'a pas aimé. Voilà, donc il a fait de la gère vite, donc ça a été un long chemin, on a mis plus d'un an pour fermer les accès directs aux machines. Et aujourd'hui, on découvre encore des endroits où on peut passer parce que le système évolue, parce que même au sein du data center, il y a certaines parties où on ne souhaite pas déployer Bastion parce que ça court trop, et donc ou parce que les flux, il y a des flux de production qui utilisent SSH. Et par ce biais-là, on peut arriver à rentrer au niveau d'une machine et à rebondir depuis cette machine-là. Voilà, donc c'est voilà, la fermeture des accès réseau direct, c'est compliqué, très compliqué. Par contre, on a eu un succès qui nous a été imposé par le fait qu'on avait beaucoup de clusters. C'est qu'on a pris en compte, on a pris en compte l'expérience utilisateur, comme on dit maintenant aujourd'hui, avec notre portail de session. Et notre portail de session, en fait, a fait que l'outil en lui-même, qui est donc il faut une configuration particulière pour passer par le Bastion, on n'accède plus directement à la machine. Mais le fait que cet outil-là paramètre le client PuTTY ou le client WinTCP automatiquement pour ça a aidé à l'adoption en fait du Bastion. À tel point qu'aujourd'hui, lorsque le portail de session, en fait, qui est juste un annuaire, hein, ça fait rien de plus que ça. Mais lorsqu'il ne fonctionne pas, on nous dit ah, le Bastion ça marche pas, Donc voilà. Donc voilà, ça a été une réussite, et ça a aidé en fait au fait qu'aujourd'hui les gens se posent plus la question, c'est passage par le Bastion, on réfléchit plus. Voilà. Parce que ça simplifie beaucoup la chose pour les accès. Là. Alors, les perspectives. Comme je vous l'ai dit, à court terme, c'est le déploiement du Bastion sur l'ensemble des éléments actifs du réseau. Donc aujourd'hui, l'ensemble des éléments actifs du réseau de l'assurance maladie sur l'intégralité du territoire, c'est 1600 sites géographiques, c'est plus de 10 000 équipements actifs, que ce soit des routeurs ou des switches, de différentes marques bien évidemment. Hein. C'est des administrateurs aussi, c'est des administrateurs locaux qui sont dans les organismes pour faire l'administration de ces équipements. Donc on a mis des ACL au niveau on met des ACL au niveau du réseau pour obliger les connexions à distance via des bastions qui sont déployés dans nos data centers. À moyen terme, comme partout, le DevOps arrive, hein, à l'assurance maladie, on en fait. Donc qui dit DevOps dit utilisation à la volée de secret, donc changement à la volée de secret.
et le Bastion va rentrer dans cette logique-là aussi, donc avec coffre-fort à secret. Et à plus long terme, donc on a un compte bureautique pour la connexion sur notre machine, qui utilise une authentification forte avec une carte à puce. Mais notre compte d'administration aujourd'hui, c'est un compte avec un login mot de passe. Alors bien évidemment, on a une politique de mot de passe restrictive, on change, voilà, complexité, machin. Mais voilà, ça ne remplace pas en fait l'authentification multifacteur. Et puis on souhaite éteindre en fait le périmètre Windows pour assurer la traçabilité sur l'intégralité des machines Windows qui sont déployées dans les data centers. Voilà, et je laisse la parole à Guillaume pour terminer la présentation avant de prendre vos questions. Merci beaucoup Didier pour ce cas d'usage très intéressant. Donc au niveau de Walix, on a une plateforme complète pour vous accompagner dans la sécurisation des identités et des accès. Donc Didier évoquait justement d'autres réflexions comme le coffre-fort de secret ou l'authentification forte. Donc ça va être des sujets que l'on couvre à travers d'une plateforme complète, adaptée aux besoins de l'IT ou de l'OT. On a d'ailleurs 2 stands cette année, un spécifique OT et un IT que vous pouvez retrouver dans l'espace Exatrust. Au niveau justement de la plateforme de Walix, comme vous pouvez le voir, il y a différentes briques de sécurité comme justement la possibilité de renforcer la sécurisation des mots de passe en ayant la capacité de faire de la rotation ou de la visualisation et emprunt de secret. Également, on va pouvoir limiter encore plus les privilèges de vos utilisateurs en mettant des systèmes de liste blanche, liste noire, liste grise pour supprimer tout ce qui va être droit d'administration en local. Les manières aussi de se connecter au Bastion sont possibles de diverses manières. Donc on a un portail web HTML5 qui est disponible en on-premise ou en mode SaaS que vous pouvez utiliser pour vous connecter. Ça va encapsuler directement des flux RDP et SSH et c'est souvent relativement plus simple que des licences VPN qui vont faire en sorte qu'on soit connecté sur votre réseau. Et Didier parlait d'expérience utilisateur. Pour l'expérience utilisateur, c'est relativement user-friendly, comme on dit. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à passer sur notre stand si vous souhaitez aussi un peu plus de renseignements sur les problématiques IT ou OT. Et là, si vous avez des questions-réponses, on est à votre disposition. Quelqu'un a-t-il une interrogation? Oui. En fait, vous n'avez pas parlé de la gestion des comptes à très haut privilège, notamment pour tout ce qui est accès des contrôleurs de domaine. Est-ce que vous proposez une solution pour intégrer des contrôleurs de domaine et des administrateurs du domaine? Didier, par rapport à ce sujet, tu veux répondre? Donc au niveau de l'assurance maladie, en fait, on a appliqué les consignes de Microsoft, c'est-à-dire qu'on a une forêt à côté pour les administrateurs de domaine. Voilà. Avec des postes qui sont dédiés et qui ne servent qu'à ça. Voilà. Donc pour ces comptes-là, Active Directory, c'est comme ça. Après, les comptes routes sur les machines, voilà, tout le reste, ça passe par le Bastion. Ça répond à votre question? Super. D'autres interrogations? Bonjour. Didier a parlé d'annuaire de session en fait, quand il y a beaucoup de clusters pour pouvoir savoir derrière lequel se trouve la cible. Est-ce que Walix a prévu de déployer, de développer en tout cas son propre annuaire de session pour éviter aux clients de le faire? Je vais avoir besoin de l'aide d'un ami pour vous répondre là. Désolé. Hein? L'annuaire de session? Didier a peut-être des infos de son côté. On ne l'utilise pas, nous, mais je pense que l'Access Manager, le portail web, je pense que c'est ce qu'il fait. Et il est capable d'aller chercher, dans la présentation que vous nous aviez fait, d'aller chercher la configuration sur plusieurs bastions différents. Voilà. Ah oui. Mais
L'Access Manager, c'est effectivement un portail qui va permettre d'avoir une console centralisée qui permet de gérer des infrastructures multibastions. Ça répond ? Ok, super. On a développé notre solution interne parce que en 2015, l'Access Manager n'existait pas chez Wallix. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a notre solution interne. Mais bon, ça nous oblige à la maintenir à l'interne aussi. D'autres interrogations ? Bonjour, vous m'entendez ? C'est bon. Déjà, merci pour cette présentation. Par défaut d'éducation, moi je parle des choses négatives en début, mais constructives quand même. Juste une remarque, le PowerPoint, je ne sais pas si vous allez le partager. Moi je commence à me faire vieux, il y a des choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est pas votre faute, mais c'est une remarque constructive. Voilà. Ok. Après, une autre question plus. J'ai plein de questions, donc je vais faire juste une pour laisser les autres parler. Et c'est pas mon fort, je fais un effort. La double authentification, est-ce que c'est interopérable avec l'OTP, du TOTP par exemple, lequel on veut, c'est libre, enfin, on est libre de choisir ce qu'on veut ou comment ça se passe? Oui, alors donc à ce niveau-là, donc on a notre propre solution Wallix Authenticator, donc qui va vous permettre de vous authentifier via celle-ci. Par contre, si justement vous en utilisez une autre, on est compatible avec n'importe quelle solution qui se base sur Radius ou SAML. Oui. Oui. Donc les deux sont possibles. Ça répond à votre question ? Pour faire du multifacteur ? Ok. D'autres interrogations ? Plus de questions sur... Bon, n'hésitez pas, en tout cas, si il y en a d'autres, on a des experts techniques qui sont sur le stand et pour lesquels on pourra répondre à toutes vos questions techniques. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous.